Hé, toi, tu n'appartiens pas au campus. Pardon? Je suis doctorant ici. Les papiers, maintenant. J'ai mon badge. Montre. Je filme. Pour ma sécurité. Toi, le ton n'est pas violent, il est pire, il est sûr de lui. Le doctorant s'arrête au milieu de l'allée, entre deux bâtiments éclairés au néon. Il tient un ordinateur sous le bras, un sac en bandoulière, et sa carte d'accès pend déjà à son cou, bien visible. Le vigile ne regarde pas la carte. Il regarde le visage. Tu ne belons pas au campus. La phrase claque, bizarrement mêlée, comme si la langue elle-même hésitait. Mais le sens, lui, est limpide. Le doctorant cligne des yeux. Pardon? Je suis doctorant ici. Laboratoire B 214. Il pointe l'entrée du bâtiment. Derrière la vitre, on voit les couloirs vides, les machines qui tournent, la nuit normale d'un campus de recherche. Le vigile se rapproche d'un pas, radio à la main. Arrête, je te dis que tu ne belons pas ici. Tu vas me montrer tes papiers. Maintenant. Ellie. Et dans ce moment-là, ce n'est pas seulement une vérification d'identité. C'est une mise en place, un test, une humiliation. Parce que ce que personne ne sait encore, à cette seconde précise, c'est que cette scène, une seule phrase, une seule minute, un seul « tu ne belons pas » va déclencher un enchaînement qui remontera plus haut que le poste de sécurité, plus haut que le doyen, jusqu'à l'université elle-même, obligée de reculer, de lâcher, et d'admettre sans le dire frontalement que quelque chose a dérapé. Mais pour comprendre comment on arrive là, il faut revenir en arrière, revenir au plus silencieux des lieux. Un campus, un badge, une routine, et une idée dangereuse, celle que l'appartenance se lit sur un visage. Le campus s'appelle Université Montferrand. Ce n'est pas son vrai nom. Mais il pourrait l'être. Un grand ensemble construit en strates, un vieux bâtiment en pierre pour l'administration, des bars modernes pour les amphithéâtres et tout un quartier de verre et de métal pour les laboratoires. Le matin, ça sent le café, l'encre des imprimantes et la pluie sur les platanes. Le soir, ça sent autre chose. Le sol humide, l'ozone des machines, les couloirs trop vides. L'université vit sur deux rythmes. Le rythme visible, les cours, les examens, les files à la cafétéria, les affiches de conférences. Et le rythme invisible, les doctorants qui restent tard, les expériences qu'un Lacarens qui ne s'arrête pas, les codes qu'on tape à 22h14 sur une porte qui ne s'ouvre qu'au « autorisé ». C'est là que travaille Samuel Ndouaye. 30 ans. Doctorant en biologie moléculaire. Il prépare une thèse exigeante, longue, qui n'existe pas sur Instagram et ne se résume pas en slogan. Compréhension de mécanismes cellulaires, modèles, répétition, échec, recommencement. Le genre de thèse où, pour une seule figure dans un article, vous pouvez perdre 3 mois. Samuel n'a pas le profil de quelqu'un qui traîne. Il a le profil de quelqu'un qui s'use. Les yeux cernés, les mains qui sentent l'éthanol, le sac rempli de cahiers, de câbles, de clés USB, de petits papiers avec des chiffres illisibles. Il est né en France. Il a grandi entre 2 villes, 2 loyers, 2 parents qui lui répétaient la même phrase. Travaille, sois impeccable, ne donne pas de raison. Il a suivi le parcours classique de l'excellence silencieuse. Licence, master, concours, sélection, laboratoire. Et quand il a obtenu son contrat doctoral, il n'a pas eu le sentiment de gagner. Il a eu le sentiment d'entrer dans quelque chose qui ne pardonne pas. Dans son équipe, on l'apprécie. Son directeur de thèse, professeur Leroux, le décrit comme solide. Ses collègues disent qu'il est fiable. Il est celui qui reste pour relancer une machine, celui qui répond quand les autres ne répondent plus, celui qui prend le dimanche de garde parce que l'expérience doit continuer. Il a sa carte, son badge, ses codes, ses autorisations. Il a surtout un planning qui déborde. Et pourtant, sur ce campus, depuis quelques mois, quelque chose s'est durci. Pas dans les discours officiels, mais sur le terrain. Un mot circule,
Sécurisation. Un autre aussi. Intrusion. Des vols de vélo. Des dégradations. Une bagarre un soir près de la bibliothèque. J'ai rien d'exceptionnel à l'échelle d'une grande ville, mais suffisant pour déclencher une mécanique universitaire bien connue. La peur de l'image. Alors on augmente les rondes. On rajoute des vigiles. On met des barrières. On instaure des contrôles. Et très vite, dans ces contrôles, une question se glisse. Pas écrite, mais présente. Qui a l'air d'être à sa place? Le premier incident n'est pas celui du « tu ne belons pas ». Le premier incident est plus petit, plus discret. Un soir, Samuel sort d'un bâtiment de recherche avec sa blouse sous le bras. Il traverse la cour pour rejoindre le parking. Une voiture de sécurité s'arrête. Fenêtre baissée. 2 agents. L'un d'eux demande « Votre badge ». Samuel le montre. L'agent ne le prend pas. Il le fixe. « Vous allez où ?» Samuel répond simplement. « Je rentre. » « Vous bossez ici ?» Samuel souffle. « Oui, doctorant. » L'agent insiste. « Dans quel labo ?» Samuel répond. On le laisse partir. 2 minutes. Rien. Sauf que 2 minutes, répétées, finissent par devenir 1 heure de vie perdue. Et surtout, une sensation. La sensation que ce n'est pas votre badge qu'on contrôle. C'est votre existence. 2 jours plus tard, même scène, même voiture, même question. Votre badge. Samuel la montre. Et cette fois, l'agent ajoute, comme une remarque banale. C'est bizarre de vous voir là à cette heure. Bizarre. Samuel sourit, poli pour survivre. La recherche, c'est souvent tard. L'agent ne rit pas. Samuel rentre chez lui avec un goût sec dans la bouche. Pas de peur panique. Pas encore. Mais une gêne qui se colle. Et puis arrive la soirée qui change tout. Là, c'est un mardi. Il est 21h passées. Le campus est presque vide. On entend la pluie fine sur les graviers, les néons qui bourdonnent et le bruit lointain d'un tram. Samuel revient au laboratoire. Il a oublié un dossier. Il doit finir une analyse. Une machine tourne, et si on ne récupère pas les données à temps, c'est une journée perdue. Il marche vite, sans courir. Il badge à l'entrée du bâtiment de recherche. La porte bip et ne s'ouvre pas. Il badge encore. Bip, rien. Il pense d'abord à une panne. Puis il voit, à travers la vitre, une silhouette de sécurité qui approche. Un vigile. Large veste noire. Radio accrochée. Visage fermé. Il ouvre la porte. Juste assez pour bloquer le passage. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Samuel répond, calmement. « Je suis doctorant. Je dois entrer. Mon badge ne marche pas. » Le vigile ne regarde pas le lecteur. Il regarde Samuel. Et il lâche cette phrase, celle qui reste « Tu ne belons pas au campus ». Samuel croit avoir mal entendu. « Pardon ? Je travaille ici. » Le vigile se penche un peu. « Ici, on a eu des intrusions. Et toi, je te connais pas. » La radio grésille. Samuel garde sa voix stable. « Je peux vous montrer ma carte, mon contrat, mon compte mail universitaire, mon directeur de thèse. » Le vigile coupe. « Tes papiers. Et tu restes là. » C'est ici que la scène devient dangereuse. Parce que la logique n'existe plus. Samuel sort sa carte d'identité. Puis sa carte de campus. Puis il ouvre son téléphone. Mail, intranet, photo de son bureau, signature, tout. Le vigile regarde tout, comme si tout pouvait être faux. Comme si la preuve n'avait aucun poids face à l'intuition. Et pendant que Samuel présente des preuves, le vigile répète la même idée. Tu ne belons pas. C'est une boucle. Une boucle qui ne vise pas à vérifier. Elle vise à imposer, à faire comprendre qui décide. Un deuxième agent arrive, puis un troisième. Des pas rapides sur le sol, des radios. La sensation que la scène attire du monde, alors qu'il n'y a personne. Et dans ce vide, Samuel se retrouve seul,
face à 3 hommes qui ont le pouvoir de dire non. Le second agent parle plus fort. « Vous êtes agressif. » Samuel se fige. « Je ne suis pas agressif. Je vous montre mes preuves. » Vous contestez. « Je demande juste d'entrer dans mon labo. » Le premier vigile lâche, presque irrité. « T'as qu'à rentrer chez toi. » Samuel sent sa poitrine se serrer. Il regarde la porte, à 1 mètre. Derrière, ses expériences. Son ordinateur. Des mois de travail. Une vie. Et il comprend qu'on est en train de lui dire « Tu n'es pas prioritaire. » Pas parce qu'il n'a pas la clé, mais parce qu'il n'a pas la bonne tête. C'est à ce moment-là qu'il fait un geste simple. Il sort son téléphone. Il ne l'agite pas. Il ne menace pas. Il le pose à hauteur de poitrine, caméra tournée vers la scène. Et il dit, calmement, presque comme un juriste, « Je filme, pour ma sécurité. » La réaction est immédiate. Le vigile s'avance d'1 pas. « Tu filmes pas ?» Samuel ne bouge pas. « Je filme. Je suis sur mon lieu de travail. Je ne fais rien d'illégal. Je veux juste... Donne-moi ton téléphone. » Et là, on franchit une ligne. Samuel recule d'1 demi-pas. Non, le mot est petit, mais il change tout. Le 3e agent, celui qui vient d'arriver, tente un ton calmant. « Monsieur, on va régler ça, mais là, vous compliquez. » Samuel répond « Je ne complique pas, je veux entrer. J'ai mon badge, il ne marche pas, et on me dit que je n'ai pas ma place. » Silence. Le vigile principal regarde la caméra. Puis il prononce la phrase la plus révélatrice. Pas une insulte, pas un cri. Une phrase logique dans sa tête. « Tu sais très bien pourquoi je te dis ça. Voilà, tout est là, parce que ça implique que Samuel devrait comprendre. Comme si sa couleur de peau était un contexte partagé. Comme si l'humiliation était un règlement intérieur. Finalement, après presque 15 minutes, un responsable de sécurité est appelé. Il arrive, essoufflé, à l'air fatigué d'un homme qui gère des problèmes au lieu de dormir. Il regarde Samuel, regarde les badges, tape un code sur le terminal. La porte s'ouvre. Un bip simple. Comme si tout pouvait être simple. Le responsable dit « C'était un bug de synchronisation, votre badge est actif. » Samuel reste immobile. Il a envie de rire, mais ce rire ne sort pas. Il regarde le vigile qui a dit « Tu ne belons pas ». Il attend. Une excuse, une phrase, un « désolé ». Rien. Le vigile se contente de lâcher. Bon, c'est bon alors. Comme si Samuel venait d'être autorisé. Samuel entre. Il ne répond pas. Parce qu'il sait que répondre, à ce moment, c'est risquer l'escalade. Et parce qu'il a compris une chose. La vraie violence n'est pas toujours dans le geste. Elle est dans le fait de pouvoir vous bloquer, vous suspecter, et vous faire trembler et repartir sans conséquence. Le lendemain matin, Samuel n'est pas en forme. Il arrive au labo avec une fatigue qui n'est pas celle de la recherche. Il raconte à 2 collègues. L'un le croit immédiatement. L'autre répond. Franchement, c'est sûrement un malentendu. Ils font ça à tout le monde. À tout le monde. La phrase qui minimise tout. Samuel ne se dispute pas. Il dit juste « Ils ne te disent pas que tu ne belons pas. » Il décide de faire un signalement officiel. Pas un post, pas un fil de tweet. Un mail, formel, daté, avec les faits, les heures, les noms s'il les connaît. Et il joint une capture. Sa vidéo, courte mais claire. On entend la phrase. On entend le ton. On entend surtout l'absence de motif. Le mail part au service égalité, à la direction de la sécurité, et au référent doctorat. La réponse arrive 2 jours plus tard. Polie, froide. Merci de votre signalement, nous allons examiner. Examine et R. Comme si c'était un problème technique. Pendant ce temps, sur le terrain, rien ne change. Au contraire. La semaine suivante, Samuel est contrôlé encore. 2 fois. Une fois à l'entrée de la bibliothèque, une fois devant la cafétéria
Et cette fois, un agent lâche « Ah, c'est toi. Toujours là, toi. Toujours là. » Comme si l'université était un club privé. Comme si Samuel devait se justifier d'exister. C'est là que la pression monte. Parce que Samuel n'est pas seulement un étudiant. Il est doctorant. Il dépend de ce lieu pour sa thèse, son financement, ses publications. Et déposer une plainte contre le campus, il sait prendre un risque invisible, celui d'être étiqueté comme problématique. Alors il hésite, il doute, il dort mal. Il se surprend à mettre son badge plus haut, plus visible, à éviter certains couloirs, à se demander s'il doit sourire plus, parler plus doucement, être rassurant, comme si c'était à lui de calmer l'institution. Et puis arrive le twist, le moment où l'affaire cesse d'être une perception. Une collègue de Samuel, qui travaille parfois avec l'administration, reçoit par erreur un document interne, un PDF, une note de service, pas destinée aux étudiants, un document sécurité envoyé à une liste de responsables de bâtiment. Objet, renforcement des contrôles, profil à surveiller. La note ne dit pas « noir », elle ne dit pas « racisme », et elle dit quelque chose de plus lâche et plus dangereux. Personnes extérieures susceptibles de ne pas correspondre au public habituel du campus. Et juste en dessous, comme des exemples, individus sans signe distinctif universitaire, comportement erratique, présence nocturne, circulation près des laboratoires. Sauf que Samuel coche toutes les cases, sans être extérieur. Présence nocturne. Oui, parce que la recherche. Circulation près des labos. Oui, parce que c'est son labo. Signe distinctif. Badge, oui. Mais si on ne veut pas le voir, il n'existe pas. Et surtout, ne pas correspondre au public habituel. La phrase qui autorise tout. La phrase qui, traduite sur le terrain, devient « Tu ne belons pas ». Samuel reçoit la note. Il la lit 2 fois. Il sent quelque chose se verrouiller en lui. Parce que ce n'est plus un agent isolé. Ce n'est plus un malentendu. C'est une consigne qui crée une zone grise. Une zone grise où l'on peut suspecter au hasard, puis justifier après. À partir de là, l'histoire change de vitesse. Samuel ne publie pas tout sur les réseaux. Pas encore. Il fait ce que beaucoup ne font pas. Il structure. Avec l'aide d'une association étudiante, il rassemble des témoignages. D'autres étudiants racontent des contrôles anormaux. Un doctorant étranger décrit des fouilles de sacs répétées. Une étudiante noire raconte qu'on lui a demandé 3 fois si elle était bien inscrite. Un agent de bibliothèque avoue, à demi-mot, qu'on lui a demandé d'appeler la sécurité si quelqu'un semblait louche. Semblait. Le verbe du soupçon. Le dossier est envoyé officiellement. Et cette fois, la réponse n'est plus la même. On propose un entretien. On invite Samuel. On lui dit « On vous écoute ». Dans une salle blanche, table en stratifié, bouteille d'eau, formule polie. Présent, une responsable diversité, un cadre de la sécurité, une représentante de la direction et quelqu'un des ressources humaines. Samuel parle calmement. Il décrit. Il cite la phrase. Il montre la vidéo. Il pose une question simple. Sur quoi se base un agent pour dire à quelqu'un qu'il n'a pas sa place? Personne ne répond directement. On parle de contexte, de tension, de précaution, de sécurité. Et puis, la direction glisse une phrase qui trahit tout. Vous comprenez? Ce campus a une image. Une image. Voilà l'enjeu. Pas la dignité, pas la vérité. L'image. C'est là que Samuel prend la décision que l'université redoute. Il ne crie pas, il ne menace pas, il dit juste « Très bien, alors je veux une enquête formelle, et je veux que ce soit écrit. » Le mot « écrit » change tout dans une institution. Parce que l'écrit reste, parce que l'écrit se transmet, parce que l'écrit peut devenir un tribunal. Quelques jours plus tard, une vidéo commence à circuler. Pas la vidéo complète. Un extrait, la phrase, le ton, le « tu ne belons pas ». Et un détail qui tue,
Le badge visible. Très visible. La vidéo arrive sur un compte étudiant, puis sur un compte militant, puis sur un média local. Et tout à coup, l'université ne parle plus de contexte. Elle parle de regrets, puis de clarification, puis d'incidents isolés. Sauf que le dossier interne existe. La note existe. Et que des journalistes posent une question simple. Si c'est isolé, pourquoi y a-t-il une note « profil à surveiller » ? La direction commence à se fissurer. Parce que l'université sait une chose. Elle peut gérer un scandale moral, mais elle ne veut pas gérer un scandale juridique. Là, l'affaire prend un autre chemin, celui des procédures. Samuel est doctorant, donc salarié souvent, contractuel, lié à l'université. Et un traitement discriminatoire dans le cadre du travail, c'est autre chose qu'un incident. Un avocat s'en mêle, une association aussi. On parle de discrimination, harcèlement, atteinte à la dignité. Les mots deviennent lourds. Et dans les couloirs de la présidence, on commence à comprendre qu'on ne calmera pas ça avec un communiqué. L'université tente une sortie. Elle convoque Samuel et y propose une médiation. On lui propose une phrase douce. « Nous voulons tourner la page ». Samuel répond « Je ne veux pas tourner la page. Je veux que vous écriviez ce qui s'est passé et ce que vous changez. » Encore l'écrit. Encore la trace. Encore la réalité. C'est ici que l'université lâche, pas parce qu'elle devient soudain morale, mais parce qu'elle sent que l'affaire va lui coûter plus cher en résistance qu'en réparation. Alors elle annonce une enquête interne indépendante, la suspension du vigile concernait le temps de l'enquête, la révision des consignes de sécurité, la mise en place de formations obligatoires et une cellule de signalement renforcée. Dans le même temps, en coulisses, un accord est discuté. Pas forcément un chèque spectaculaire, mais un geste clair, reconnaissance implicite, en compensation, garantie pour Samuel et surtout, un engagement public. Le genre d'engagement qu'on n'aime pas signer quand on n'a rien à se reprocher. Le vigile, interrogé, finit par se défendre comme beaucoup se défendent. Je faisais mon travail. Sauf qu'à la question « Sur quoi vous vous basez ?» il n'a rien. Pas de plainte, pas de signalement concret, pas de motif. Juste « Je ne le connaissais pas ». Comme si la connaissance personnelle remplaçait l'inscription. Comme si l'université était un village fermé. Et la note interne, elle, est retirée. Pas retirée, officiellement. Réécrite, nettoyée. Les phrases vagues disparaissent. On remplace public habituel par respect des procédures. On ajoute contrôle non discriminatoire. On met des mots propres sur un mécanisme sale. Et quand l'université publie son communiqué, il est très maîtrisé. Elle ne dit pas racisme, elle dit manquement, elle dit incident, elle dit amélioration. Mais entre les lignes, on comprend. Elle a reculé, elle a lâché. Parce qu'elle sait que la phrase « tu ne belons pas » est indéfendable. Pour Samuel, le plus dur n'est pas le communiqué. Le plus dur, c'est ce qui reste dans le corps. L'hypervigilance, le doute, le réflexe de se justifier avant même qu'on lui demande. La fatigue de devoir être irréprochable pour être seulement normal. Il continue sa thèse. Il continue ses expériences. Mais quelque chose en lui s'est déplacé. Une confiance, une innocence. Et puis, un soir, quelques semaines plus tard, Samuel traverse le campus à 22 heures. Même allée, même néon, même pluie fine. Un agent de sécurité le voit et ne s'arrête pas. Il le salue même d'un signe de tête. Ça peut sembler ridicule, mais quand on vous a retiré l'appartenance, un simple geste neutre ressemble à une réparation. Pas totale, mais réelle. Alors, que reste-t-il de cette histoire? Une phrase d'abord. Tu ne belons pas au campus.
Une phrase qui, dans la bouche de celui qui la prononce, n'est pas une opinion. C'est une autorisation. L'autorisation de contrôler, de bloquer, d'humilier. Et ensuite, une vérité administrative. Les institutions bougent rarement par empathie. Elles bougent quand la trace existe, quand le dossier existe, quand la preuve existe, quand le risque existe. Et c'est ça qui fait peur. Parce que si Samuel n'avait pas filmé, si la note n'avait pas fuité, si personne n'avait transmis, et combien de « tu ne belons pas » auraient disparu dans la nuit des couloirs? On aime croire que l'université est un lieu de savoir. Parfois, elle est aussi un lieu de pouvoir. Et le pouvoir, quand il se mélange au soupçon, produit une phrase simple. « Tu ne belons pas ». La question, au fond, n'est pas seulement « pourquoi lui ?» La question, c'est « combien de fois faut-il être contrôlé, mis en doute, repoussé ?» avant de commencer à croire, malgré soi, qu'on doit demander la permission d'être là. Samuel n'a pas demandé la permission. Il a demandé la preuve. Et cette différence a tout changé. Parce qu'un campus n'est pas un club. Un campus est un lieu public de travail, d'études, de recherche. Et l'appartenance, ici, ne se lit pas sur un visage. Elle se prouve par un badge, un contrat, une thèse et une réalité simple. On est là parce qu'on y a droit. Et personne n'a le droit de vous en faire douter pour le plaisir de se sentir au-dessus.